Bon réveil, très belle journée à toutes et à tous. Le rideau est tombé sur la 26e Assemblée générale extraordinaire de l'Organisation des Premières Dames d'Afrique pour le développement. C'est à Brazzaville, en République du Congo, présente dans ce pays. La Première Dame Dominique Ouattara en a profité pour présenter les réalisations de sa fondation Children of Africa. La nouvelle présidente du comité directeur de l'OPDAD est la présidente du Namibie. Voilà la première dame de Namibie. On fait le point avec Mama Traoré. À l'issue d'un huis clos, Monica Gingos, première dame de la République de Namibie, est désignée présidente de l'OPDAD, l'Organisation des Premières Dames d'Afrique pour le développement. Elle aura pour vice-présidente Denise Tshisekedi, première dame de la République démocratique du Congo. L'élection de ce nouveau comité directeur pour un mandat de 2 ans est l'un des temps forts de cette 26e Assemblée générale de l'OPDAD. Créée en 2002, cette entité regroupant les épouses de chefs d'État africains se donne pour mission d'agir dans divers domaines pour le bien-être des populations du continent. Un engagement que remplit depuis 25 ans la première dame de Côte d'Ivoire à travers sa fondation Children of Africa. Que ce soit dans le social, la santé, l'éducation et la protection des enfants, le bilan de Children of Africa est l'un des plus réluisants sur le continent. Nous intervenons dans les secteurs de la santé, de l'éducation et du social grâce aux contributions financières de nos généreux donateurs. Au titre des grands projets réalisés dans le domaine de la santé, je peux citer la construction d'un hôpital mère-enfant de niveau international avec un matériel de pointe spécialement dédié aux mères et aux enfants et qui rend d'énormes services aux populations. En effet, un quart de nos patients y sont soignés gratuitement. Dans le secteur de l'éducation, notre dernière réalisation en date est la construction en 2020 d'un groupe scolaire d'excellence dans la commune d'Abobo, dédié à nos enfants défavorisés qui peuvent ainsi recevoir une éducation de qualité dans un cadre adéquat. En ce qui concerne le secteur du social, nous avons réalisé de nombreuses actions dont les 4 principales sont la construction de 4 foyers d'accueil, dont un à Abidjan et les 3 autres à l'intérieur du pays, dédiés à la prise en charge des enfants en difficulté et des enfants victimes de traite, d'exploitation et de travail des enfants. Selon Dominique Ouattara, la fondation Children of Africa n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. Notre plus grande satisfaction est de savoir que chaque action que nous engageons pour le développement de nos communautés contribue à rendre notre Afrique plus belle, plus solidaire et plus forte. Aussi, je voudrais terminer mon propos par des mots d'encouragement et de félicitations à l'endroit de chacune de vous, mes chères sœurs, ainsi que de notre organisation commune pour le bien-être de nos frères et sœurs. Cette 26e Assemblée générale a permis aux Premières Dames d'Afrique d'adopter un nouveau plan d'action. La présidente sortante de l'OPDAD s'est aussi félicitée des initiatives prises par les membres de l'organisation afin de renforcer la résilience des populations face à la Covid-19. Le bilan des actions de la Fondation Children of Africa a également présenté aux Ivoiriens vivant au Congo. La Première Dame les a rencontrés. Dominique Ouattara a prêté une oreille attentive à leurs préoccupations. Jérôme Kofiaboula. La rencontre s'est déroulée dans l'enceinte du Centre de conférence international de Kintélé, commune nord de Brazzaville. Dominique Ouattara reçoit dans une ambiance chaleureuse ses sœurs ivoiriennes qui ont choisi pour Eldorado la République du Congo. L'adresse de bienvenue a été prononcée par l'ambassadrice de Côte d'Ivoire au Congo, Maman Touré. Votre venue en terre congolaise donne de l'espoir à vos filles qui sont devant vous, ici, dans cette salle, dont les activités commerciales ont été éprouvées par la pandémie du Covid-19. Pour l'occasion, toute la communauté ivoirienne vivant au Congo s'est mobilisée autour des femmes. Les échanges avec la Première Dame ont été le lieu pour les premiers représentants de la communauté ivoirienne d'évoquer les sujets liés à l'épanouissement des femmes. Nous voudrions faire part de nos différents projets qui, face aux difficultés que nous traversons en cette période de pandémie, pourraient soutenir nos besoins.
Votre appui, surtout dans le secteur de l'agriculture, est particulièrement sollicité. Pour sa part, Dominique Ouattara s'est montrée admirative du labeur des Ivoiriennes vivantes au Congo. Elle leur a également fait part des activités que sa fondation Children of Africa mène au profit des femmes, notamment le FAFSI, Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire. Alors, chère sœur, j'ai reçu votre document ici et ça m'a beaucoup intéressée. J'ai regardé et je peux vous dire que nous sommes en train d'étudier comment mettre le FAFSI à disposition des Ivoiriennes qui sont hors de Côte d'Ivoire. J'ai vraiment émis le souhait que le FAFSI vous soit octroyé ici à Brazzaville. Et ma directrice de cabinet, Madame Miao, vraiment j'ai donné des instructions à ce sujet. Elle étudiera les modalités de sa mise en œuvre avec Madame l'ambassadeur Touré Maman afin que cela soit un succès. En attendant la mise en place de cette ligne de crédit FAFSI, la première dame Dominique Ouattara a apporté un soutien financier de 10 000 $ à l'association regroupant les Ivoiriennes qui vivent au Congo. Autre volet de l'actualité, en bref et en image, cette fois sous la pluie de cette fin de semaine. Le Premier ministre était sur le terrain. Patrick Hachi a effectué la visite d'un certain nombre de chantiers d'infrastructures structurant la ville d'Abidjan en vue de s'enquérir de l'état d'avancement des travaux. Il s'agit notamment des sorties est allant de Yopougon à Abobo, à Niama, Thomasé, et des sorties ouest de Yopougon vers Songon, Jacquesville et Dabou, ainsi que du 4e pont qui relie Adjamé à Yopougon. Le chef du gouvernement s'est dit rassuré de la bonne évolution des travaux. Les travaux que nous avons vus sont bien avancés. Nous sommes confiants qu'ils s'achèveront dans les délais. Nous avons bien sûr quelques difficultés résiduelles liées au déplacement des populations et au déplacement des réseaux qui sont habituels et que nous connaissons sur ces chantiers de façon classique. Les explications qui nous ont été données par le ministre méritent que nous ayons quelques réunions complémentaires avec les entreprises qui réalisent ces travaux-là. Et je crois que normalement, les choses devraient aller dans l'ordre. Comme vous le savez, en ce qui concerne la sortie Est, nous souhaitons y apporter une attention toute particulière puisque c'est celle qui va permettre d'accéder au stade des BIMP lors de la CAN 2023. Donc les exigences de délai sont extrêmement importantes sur cet axe-là. Mais de façon globale, on peut s'estimer heureux de l'avancée de ces chantiers qui vont permettre véritablement de fluidifier le trafic, de permettre également de désenclaver, je dirais, un certain nombre de quartiers et de permettre d'accéder aisément, d'une part, à la voie qui mène sur Abengourou, Bondoukou, la voie de l'Est, et également, bien sûr, celle qui mène à Dabou, mais plus particulièrement, qui va se prolonger sur la côtière qui actuellement est en construction et qui va nous mener jusqu'à San Pedro, pour lequel également, vous savez qu'il y a un stade qui sera utilisé lors de la CAN. Le corps diplomatique a visité mercredi dernier le port autonome d'Abidjan. L'idée est de prospecter et évaluer le potentiel des infrastructures économiques du pays afin de créer des opportunités d'investissement. C'est ce que nous apprend Jean-Marc Adjadji. Plus d'une vingtaine de consuls et d'ambassadeurs de pays africains, européens et asiatiques en immersion dans les locaux du port autonome d'Abidjan. C'est à l'initiative du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, représenté par Meïté Favlaï, directeur de la diplomatie économique, que ces diplomates sont informés sur les capacités et les acquis de 9 quais et terminaux de la structure. L'élargissement du canal de Vridi, la modernisation du port de pêche et la création d'un port céréalier sont entre autres les 6 projets en cours du port autonome d'Abidjan. C'est à travers une visite guidée que ces émissaires constatent l'avancement des travaux de construction du second terminal à conteneurs. Il y a des contacts entre les deux parties, entre le port autonome d'Abidjan et le port d'Alexandrie.
pour voir comment est-ce qu'on peut lancer un partenariat gagnant-gagnant pour les deux parties, puisque vous savez qu'en Égypte, il y a le canal de Suez, c'est un des canaux maritimes les principaux dans le monde, et vraiment, nous cherchons à mettre les bases d'un partenariat solide avec nos partenaires ivoiriens. Il y a des partenariats très importants entre le port autonome et une série de structures internationales, et en particulier avec la Belgique notamment, que ce soit sur la gestion du quai minéralier vraquier, que ce soit dans les échanges commerciaux entre le port autonome et la Belgique, le port d'Anvers, et puis que ce soit aussi dans les formations. Avec une notation positive, double A, perspective stable pour le long terme, le directeur général du port autonome d'Abidjan, Yan Sié, croit aux opportunités d'investissement. Depuis 2011, le port d'Abidjan est devenu un autre port. On est sorti de la crise, dans des conditions difficiles. Et la perspective de relance de l'économie, tellement les potentiels ivoiriens sont forts, ont conduit l'État à anticiper, à faire beaucoup d'investissements. Grosso modo, ils sont rassurés, comme quoi le port d'Abidjan est sur la bonne voie. D'autres pôles industriels et économiques du pays, à l'instar du port autonome d'Abidjan, sont ciblés par le corps diplomatique pour le renforcement de la coopération avec la Côte d'Ivoire. On en vient à la 3e édition des BRVM Awards, la célébration de l'excellence des acteurs du marché régional. C'est à Dakar au Sénégal. Avant les festivités, les experts ont échangé sur plusieurs problématiques relatives à la redynamisation du marché boursier régional. Dangui Dangui est au Sénégal. Dakar, Sénégal. C'est ici que les investisseurs institutionnels publics ou privés, notamment les caisses de dépôt et consignation de la Côte d'Ivoire, celles du Sénégal et les acteurs du marché financier régional se sont donné rendez-vous pour voir comment conjuguer leurs efforts en vue d'accélérer la croissance et le dynamisme des bourses africaines. Les initiatives qui ont été prises par les autorités, par tous les acteurs, pour que l'investissement productif soit drainé, à permettre, n'est-ce pas, à tous les acteurs économiques de bénéficier de ces retombées-là. C'est la quintessence justement de toute la problématique qui a été abordée à travers la thématique d'aujourd'hui. Il faut que la bourse prenne de la valeur et il faut aussi effectivement que des instruments nouveaux adaptés aux caisses de dépôt soient mis en place pour que les caisses puissent effectivement, en tenant compte de leur modèle économique, véritablement agir sur le marché financier. Initiatrice de ce panel de haut niveau dans le cadre de la 3e édition de la BRVM Award 2022, la bourse régionale note des recommandations dont la satisfaction devrait redynamiser les bourses africaines. Nous avons des institutionnels qui commencent par s'intéresser à notre marché, qu'il s'agisse des compagnies d'assurance, des caisses de retraite. Mais il y a une nouvelle catégorie d'investisseurs qui émergent, notamment les caisses de dépôt et de consignation. Et nous voulons les mettre ensemble pour discuter, pour voir comment est-ce qu'ils peuvent effectivement s'unir pour jouer le rôle que nous attendons d'eux. De nombreux ateliers et panels ont étoffé la phase scientifique de la célébration de l'excellence des acteurs du marché financier régional, avec la 3e édition de la BRVM Award 2022. Dans le reste de l'actualité en France, 9 mois après l'ouverture du procès des attentats du 13 novembre et au terme de 3 jours de réquisition, les 3 avocats généraux ont requis la perpétuité incompressible à l'encontre de Salah Abdeslam, seul survivant du commando terroriste du 13 novembre 2015. C'est la plus lourde sanction du code pénal dans ce pays. Et puis, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que des soldats résistaient à l'avancée de l'armée russe à Sieverodonetsk, ville clé du Donbass. La France, de son côté, s'est dite prête à une opération pour établir l'accès au port d'Odessa. Excellent week-end à toutes et à tous. C'est la fin de ce point de l'actualité.